Chers téléspectateurs de Livre Libre, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Michel Degégère. Monsieur Degégère est une personnalité éminente, un érudit, un journaliste de premier plan qui a commencé sa carrière, sauf erreur de ma part, à Valeurs Actuelles, qui a été le directeur de l'excellent magazine Le Spectacle du Monde, dont les plus anciens se souviennent, en tout cas, de la très grande tenue et du très grand intérêt, et qui est ensuite passé au Figaro et qui est le directeur de la rédaction de ces excellents suppléments du Figaro que sont le Figaro Histoire, les éditions spéciales du Figaro, sur les sujets les plus divers, extrêmement intéressants. Accessoirement, si j'ose dire, Monsieur Degégère est licencié en histoire, diplômé d'études approfondies, c'est-à-dire le doctorat sur la thèse, en droit public et aussi en histoire des idées politiques. Et il est l'auteur déjà d'une bibliographie imposante, alors je m'y perds un peu, notamment un livre sur la chute de l'Empire romain, un autre, La Compagnie des Ombres, à quoi sert l'histoire? Bonne question, sur lesquelles il a écrit quelques centaines de pages. Un automne romain, Le Menteur Magnifique, c'est Chateaubriand. C'est Chateaubriand en Grèce. Oui. En Grèce, vous me direz après, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais pourquoi il est menteur? La Repentance, pourquoi nous ne demandons pas pardon, ainsi que quantité d'ouvrages. Ah oui, un atlas Napoléon, la gloire en Italie, une enquête sur la christianophobie, Confiteor ou la paix de l'Église, les derniers jours, la fin de l'Empire romain d'Occident, un automne romain, journal sans moi, et enfin le cabinet des antiques. Alors ce sont deux ouvrages considérables. Le premier, dont nous ne parlerons pas trop aujourd'hui, mais quand même, les origines de la démocratie contemporaine. Voilà, il y avait même le 49.3, peut-on dire, enfin on en dira un mot tout à l'heure. Et le dernier, qui va retenir plus particulièrement notre attention, La Mélancolie d'Athéna. La Mélancolie d'Athéna, et sous-titre L'invention du patriotisme. Ces deux ouvrages sont publiés, comme d'autres d'ailleurs de M. Degégère, aux éditions des Belles Lettres. Alors, la mélancolie d'Athéna, pourquoi la mélancolie d'Athéna? Pourquoi cette déesse est-elle mélancolique, d'après vous? Alors, c'est pas moi, d'après moi, c'est un relief qui a été trouvé sur l'acropole, dans le mur d'un atelier, qui est probablement du remploi, où Athéna est debout, habillée en hoplite, c'est-à-dire en guerrier, en fantassin, oui. Et elle penche la tête vers une stèle. On ne sait pas ce qu'il y a décrit sur cette stèle, on ne sait pas exactement quelle est la signification de ce relief, parce qu'il y a toutes sortes d'interprétations qui ont été proposées, mais au XIXe siècle, au moment de sa découverte, ceux qui l'ont découverte ont été frappés par une certaine tristesse du regard d'Athènes, et donc on a imaginé qu'elle regardait une liste de guerriers morts, et pourquoi pas la liste des premiers morts de la guerre du Péloponnèse, sur lesquels Périclès avait prononcé une oraison funèbre que Thucydide nous a transmis dans son histoire. Et puis, au fur et à mesure qu'on a progressé dans la recherche, on s'est aperçu que le style ne correspondait pas, que le relief était antérieur d'une trentaine d'années à la guerre du Péloponnèse, et qu'il correspondait plutôt à ce moment d'expansion de l'impérialisme athénien, le moment où, après sa victoire sur les Perses aux guerres médiques, eh bien, Athènes a petit à petit fait rentrer dans son alliance militaire et plus ou moins asservi tout le monde égéen. Et ça a correspondu aussi au passage de témoins, si vous voulez, à Athènes, du monde des hoplites, le monde des petits propriétaires qui étaient capables de financer eux-mêmes leur équipement militaire et leur valet d'armes, et qui avaient dominé la démocratie grecque jusqu'aux guerres médiques. Et à la suite de la victoire de Salamine et de l'importance
prises à Athènes par la flotte, ce sont plutôt les rameurs, c'est-à-dire les gens de rien, parce que les rameurs n'avaient pas besoin de payer d'équipement militaire, donc c'était le petit peuple d'Athènes qui avait pris la prédominance militaire, puisque Athènes était devenue une puissance essentiellement navale, et avec ce passage de témoin, si vous voulez, des petits propriétaires au peuple des rameurs, eh bien, on avait assisté à une espèce de décadence, malgré tout, de la démocratie athénienne, sur lequel Platon a beaucoup écrit, en regrettant que l'on soit passé d'un monde des petits propriétaires attachés à leurs terres, à un certain esprit de mesure, à une population plus sensible au mot d'ordre de la volonté de puissance et de la démesure. Et c'est pourquoi je me suis permis d'imaginer que la tristesse d'Athéna, puisqu'elle était contemporaine de cette mutation, la mélancolie d'Athéna, eh bien, venait de ce spectacle, de ce moment que j'ai essayé de raconter dans ce livre, qui est le moment où, après avoir porté le patriotisme à son paroxysme avec la victoire sur les Perses, la grande victoire nationale, finalement, dans les guerres médiques, des Grecs dans les guerres médiques, après avoir été... parce que les Mèdes, ce sont les Perses. Les Mèdes, ce sont les Perses, oui. Précisons pour nos téléspectateurs qui sont moins... Eh bien, après avoir amené le patriotisme à sa plénitude, eh bien, les Athéniens ont connu les délices de la volonté de puissance et l'envie de créer une thalassocratie qui était un impérialisme un petit peu sans limite, ne faisant pas partager forcément les bénéfices de sa puissance à ceux qu'elle appelait ses alliés, mais qu'elle traitait comme des sujets. Et c'était un petit peu, et même très certainement, le début de ces malheurs, des malheurs qui allaient lui arriver, puisque la contestation qui verra Sparte. Eh bien, d'une part, si vous voulez, cette thalassocratie s'est étendue comme une alliance militaire sans but. C'est le point vraiment très intéressant pour nous. C'est-à-dire que, dans un premier temps, au lendemain des guerres médiques, Athènes rassemble des alliés pour prévenir un retour possible des Perses, pour délivrer les Grecs d'Asie mineure, les Ioniens. Mais au bout de quelques années, à partir de 427, une grande victoire sur les Perses à l'Eurymédone, eh bien, il n'y a plus d'ennemis. C'est-à-dire que les Perses se sont retirés même de la côte d'Asie mineure. La mer Égée est une mer grecque. Et finalement, l'hégémonie de la Ligue de Délos, c'est-à-dire cette alliance sous la direction d'Athènes, l'hégémonie d'Athènes n'a plus d'adversaire, et donc elle n'a plus de signification, et donc elle devrait se dissoudre. Or, les Athéniens tirent de tels bénéfices de cette hégémonie qu'ils décident de la maintenir. Et ce qui était une alliance libératoire... Un petit peu comme l'OTAN après la chute du pacte de Varsovie. Alors, si je comprends bien. Je finis, mais effectivement, le parallèle est tout à fait légitime, et je le tire dans ce livre. Nous nous trouvons devant une hégémonie qui, n'ayant plus d'adversaire, n'ayant plus de signification, n'a plus d'autre but qu'elle-même, et par là, eh bien, finalement, se donne pour mission de résoudre les crises qu'elle suscite elle-même, puisqu'elle suscite toutes sortes de révoltes des alliés, qu'ensuite elle châtie, et ce qui devrait être une force stabilisatrice devient, eh bien, propagatrice de chaos. Et donc, c'est la mélancolie d'Athéna, c'est la mélancolie devant ce spectacle. Alors, le parallèle avec l'OTAN, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été fait dès 1945, dès les débuts de l'OTAN, les stratèges américains ont fait un parallèle avec Thucydide et avec la Ligue de Délos. Ils ont lu Thucydide et alors, ils ont été... Thucydide, historien qui a écrit l'histoire de la guerre du Péloponnèse et qu'il a écrit pendant les dernières années de la guerre du Péloponnèse et quelques années après la défaite athénienne. Donc c'est cette hégémonie athénienne a suscité la jalousie de Sparte, qui était la puissance hégémonique traditionnelle, et finalement une conflagration entre les deux alliances grecques, l'alliance spartiate et l'alliance athénienne, et a terminé par la défaite d'Athènes, la perte de son empire, la perte de sa puissance, l'occupation de son territoire. Et donc il y avait de quoi effectivement être mélancolique. Alors, les Américains n'ont pas forcément lu Thucydide jusqu'au bout. D'ailleurs, Thucydide ne va pas jusqu'au bout parce qu'il a été interrompu par la mort et il ne raconte pas la fin de la guerre du Péloponnèse. Et c'est dommage pour les Américains parce que nettement, cette issue désolante pour Athènes, ils ne l'ont pas vue. En revanche, ce qu'ils ont vu, c'est le caractère rayonnant de la puissance d'Athènes au lendemain des guerres médiques, et il leur a paru évident qu'eux-mêmes, au lendemain de leur victoire
sur l'Allemagne nazie, ils étaient les héritiers d'Athènes, que comme Athènes, ils s'étaient alliés avec une puissance oligarchique, peu démocrate, peu sympathique, mais qui leur avait permis de vaincre, de la même façon que Athènes s'était alliée à Sparte pour vaincre les Spartiates, et bien les Américains s'étaient alliés les Perses. Pardon. Et bien de la même manière, les Américains s'étaient alliés à l'Union soviétique pour vaincre les nazis, mais maintenant venait le temps de la guerre froide et de la confrontation avec l'Union soviétique, et il leur est apparu que le modèle qu'offrait Athènes, puissance démocratique, rayonnante, c'est le moment où Athènes construit l'Acropole, puisque l'Acropole avait été ravagée. De Périclès. Voilà, l'Acropole avait été incendiée par les Perses lors des guerres médiques, et donc c'est le moment où on l'a reconstruit, on reconstruit les bâtiments qui font notre admiration, c'est le moment de la naissance du théâtre grec, c'est le moment vraiment du rayonnement du génie d'Athènes, donc ça offrait aux Américains, évidemment, un modèle absolument valorisant, et ils ont fait eux-mêmes donc ce parallèle entre l'OTAN et la Ligue de Délos, estimant que l'exemple de la Ligue de Délos montrait la très grande légitimité que pouvait avoir l'Alliance Atlantique. Mais là où je vous dis qu'ils n'ont, semble-t-il, pas lu l'histoire de la guerre du Péloponnèse jusqu'au bout, ou en tout cas, ils n'ont pas prolongé la lecture de Thucydide par celle de Xénophon, qui reprend l'histoire de la guerre du Péloponnèse dans les Helléniques, reprend l'histoire là où la mort a interrompu le travail de Thucydide, c'est que tout ça s'achève en désastre. Oui. S'achève en désastre parce que une hégémonie qui n'a pas d'adversaire est problématique. C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices à son indépendance que l'on est prêt à faire et que l'on consent de façon légitime quand c'est pour faire face à une menace qui vous est commune, et puis qu'on n'est plus prêt à faire lorsqu'il s'agit simplement de satisfaire la volonté de puissance d'une puissance dominatrice à laquelle on est soumise simplement parce que elle a une plus grande puissance militaire. Mais le parallèle va très loin, parce que si vous voulez, l'assise finalement de la puissance d'Athènes est venue du fait qu'un certain nombre de ses alliés, d'abord elle avait la plus grande flotte de l'Alliance, mais un certain nombre de ses alliés, c'était des îles, on est dans le monde de la cité grecque, c'est-à-dire de micro-États, des îles qui étaient trop petites pour avoir elles-mêmes une flotte significative, et qui donc ont demandé, obtenu de donner un tribut à la place de la participation, à la flotte. Or, donner un tribut, c'est un signe de suggestion. Oui, lorsqu'on perçoit un impôt sur vous, c'est que plus ou moins vous êtes devenu un sujet. Et petit à petit, toutes les alliés d'Athènes, sauf 3 à la fin, sont devenus des cités sujettes plutôt que des cités alliées. Et on trouve dans la littérature américaine de l'après-guerre la même idée, et on la trouve même encore aujourd'hui, de disant mais finalement les Européens ne font pas pour leur défense l'effort financier qui serait nécessaire, ils se reposent sur le bouclier américain parce qu'ils estiment qu'on est assez bon pour financer leur propre défense, et donc il est normal qu'ils soient nos sujets. Donc je trouve que la lecture de Thucydide, et puis de façon annexe de mon livre qui le commente et le met à la portée de tous, et peut-être d'une grande utilité, même pour comprendre le présent. Merci beaucoup pour cette explication, vous êtes très clair. Je dois dire que je suis ébahi par votre érudition. Vous naviguez entre tous ces auteurs, Hérodote, Xénophon, Thucydide, Diodore de Sicile, Plutarque, etc. Je pense que vous les avez connus personnellement. Enfin, on a l'impression que ce sont vos amis intimes, pratiquement. Et vous tirez Enfin, cette histoire est évidemment passionnante. Je dirais pour nos téléspectateurs, s'il est possible de résumer un ouvrage aussi érudit, il y a une première partie, c'est la guerre, alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, contre les Perses, les guerres médiques. Bon. Et là, semble-t-il, vous légitimez tout à fait la prépondérance maritime d'Athènes au nom de l'intérêt commun, tout en faisant valoir aussi les sacrifices que consentent les autres, le célèbre sacrifice aux Thermopyles de Léonidas et des Spartiates, enfin, tout cela. Et alors, ce qui est intéressant,
dans votre sous-titre, l'invention du patriotisme. Alors, pour vous, les cités grecques sont en quelque sorte à l'origine du patriotisme. Alors, est-ce que c'est le patriotisme de cité ou est-ce que c'est le patriotisme panhellénique qui va rassembler tous les Grecs contre cet ennemi commun? Alors c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que, bon, si l'invention, j'emploie l'invention au sens du XIIe siècle, c'est-à-dire au sens de découverte. Oui. De la même façon qu'il y a l'invention de la Sainte Croix par Sainte Hélène. Elle n'invente pas la croix, mais elle la découvre. Oui. Bien. Mais je pense qu'effectivement, une forme de patriotisme est aussi ancienne que la vie sociale et donc que l'humanité. C'est-à-dire que tout groupe social, pour survivre, a besoin d'un sentiment d'attachement. Mais on observe tout de même... Et de sacrifice de ses membres, oui. On observe tout de même que dans les grands empires du Proche-Orient, en Égypte, en Babylonie, en Assyrie, chez les Hittites, ces premiers États, ces premiers empires sont marqués par tout ce qu'on appelle des périodes intermédiaires. Qu'est-ce que c'est que des périodes intermédiaires? C'est des moments où le pouvoir est un petit peu moins puissant et où on se retrouve dans le chaos. Et donc, j'imagine que ces périodes de chaos répétitifs témoignent du fait que l'attachement, malgré tout, des sujets à un souverain lointain qu'ils ne connaissaient que par le tribut qu'il leur extorquait et les levées qu'ils faisaient pour la guerre, était intermittent. Plutôt le fruit de la contrainte. Voilà, plutôt le fruit de la contrainte. Voire de la terreur, dans certains cas. Et puis, au IXe siècle, il se passe quelque chose en Grèce, c'est la naissance de la cité délibérative. C'est-à-dire que les Grecs ont connu ce système de royauté très autoritaire et très lointaine. C'est la royauté mycénienne entre au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Puis tout cela, cette royauté mycénienne, ces grandes cités au mur cyclopéen, s'est effondrée vers 1250. Et la Grèce a connu trois siècles d'anarchie et de chaos, d'où elle est sortie par l'invention de la cité délibérative. Qu'est-ce que c'est que la cité délibérative? C'est une petite communauté réunie autour d'un culte commun. C'est le culte qui fonde la cité. En général, c'est un ancêtre commun, héroïsé, etc. On prend l'habitude de lui rendre ensemble un culte. Comme on lui rend un culte, on fait des chasses ensemble. Comme on finit par... Le culte crée une culture commune. De cette culture commune naît une amitié. De cette amitié, comme personne n'est assez fort dans ce contexte d'anarchie, personne n'est assez fort pour s'imposer aux autres, on délibère sur ce qui est juste, on délibère sur ce qui est bien. Et c'est la naissance de la cité délibérative, c'est-à-dire une communauté politique où pour la première fois, ce n'est pas le plus fort qui impose sa loi, c'est chaque chef de famille qui discute ensemble. Et là, vous le montrez bien, là, c'est extraordinairement intéressant de voir les parallèles d'ailleurs avec nos institutions. Enfin, on voit qu'ils ont inventé non seulement les pouvoirs, mais les contre-pouvoirs. Enfin, les stratèges, la boulée. Alors ça, c'est un peu plus tardif. Ou même à Sparte, les rois, ils sont deux de telle façon et ils ont des magistrats qui les contrôlent. Mais l'essentiel, si vous voulez, c'est l'idée d'une petite communauté politique qui est liée par l'amitié et qui est environnée elle-même d'autres communautés politiques avec lesquelles les guerres de frontières, de rivalité sont assez fréquentes, avec la perspective... Ou les alliances. Avec la perspective de la mort et de l'esclavage. Pas beaucoup d'alliances, des alliances très, très, très instables. Et donc, il est évident que les Grecs, ça c'est Jacqueline de Romilly a montré ça, pour les Grecs, la liberté est liée à la cité. La liberté ne se pense pas contre la cité, elle se pense grâce à la cité. La cité, c'est ce qui fait que je suis libre, parce que je ne suis pas réduit en esclavage. Et donc, ça crée un attachement, évidemment, beaucoup plus fort que ce qu'on a connu auparavant. C'est pour ça que je me permets de parler d'invention du patriotisme. Mais ce premier patriotisme est purement civique. Il va être au cœur de la vie civique, c'est-à-dire que les Grecs vont non seulement délibérer ensemble, mais mettre au cœur de leur éducation. Les institutions sont complétées, c'est très très important, par la paideia, c'est-à-dire l'éducation, la formation, et cette formation va faire de l'amour de la cité, du sens du sacrifice, du sens du devoir, le cœur de l'homme grec. Excusez-moi de vous interrompre, est-ce que ça ne va pas un petit peu trop loin? Parce que quand on voit quand même à Sparte, cette éducation militaire, à la fin, on a quand même un peu l'impression d'un État presque totalitaire et qui se révèle incapable de développer les arts, la culture, enfin tout ce qui fait les agréments de l'existence. Oui. Alors Sparte, ce sont des conditions très particulières qui font ça. C'est que Sparte est une cité
anormalement développée. Hein. Sparte domine toute la moitié sud du Péloponnèse, ce qui est unique en Grèce, et dans une situation d'inégalité qui finalement rejoint celle des royautés mycéniennes. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit nombre qui tient dans le respect et la terreur un très grand nombre, et ça va handicaper complètement Sparte. Mais je finis simplement sur l'invention du patriotisme. Si vous voulez, ce patriotisme qui va être mis au cœur de l'éducation des Grecs, c'est un patriotisme civique. Ça ne va pas au-delà de la défense de la cité. Et les guerres médiques, c'est cet événement qui, au tout début du 5e siècle, va bouleverser les Grecs. C'est une invasion étrangère. Et très curieusement, les Grecs n'ont pas connu cela. C'est-à-dire que entre le 12e siècle et le 5e siècle, les Grecs se battent. On connaît la guerre, mais c'est la guerre entre eux. Ils ne connaissent pas l'invasion. Les empires n'ont jamais songé à venir. Alors, ils connaissent quand même la guerre avec les barbares dans leur fondation coloniale, quand ils s'installent, etc. Mais ils ne connaissent pas l'invasion. Et cette invasion va les amener à s'interroger sur qu'est-ce que ma patrie. C'est-à-dire parce que le roi perse, très habilement, va proposer aux Grecs de se soumettre dans des conditions tout à fait agréables. Et donc, les cités se trouvent confrontées à cette alternative, soit se soumettre, abdiquer leur souveraineté, mais garder leur population, leur territoire, soit résister, garder leur souveraineté, mais risquer de perdre leur population et leur territoire. Et ils vont évidemment hésiter, la plupart vont se soumettre, 31 cités vont décider de résister, dont Sparte et Athènes, et c'est cette coalition qui va vaincre les Grecs. Et ce qui est intéressant, c'est que quel est l'argument qui va, on le voit là pour le coup, dans Hérodote, dans les textes qui racontent cette histoire, quel est l'argument qui va les convaincre de se battre? Eh bien, c'est la communauté de culture qu'ils connaissent déjà. Il y a déjà les Jeux Olympiques, ils savent qu'il y a entre les Grecs une communauté de langues, de dieux, de mœurs, et tout à coup, ils découvrent que cette communauté est un bien immense. Le fait d'avoir les mêmes mœurs, la même langue, les mêmes dieux, est un bien immense qui doit les aider à surmonter, à sublimer le pur patriotisme civique pour lui faire atteindre sa plénitude dans un patriotisme panhellénique. Et l'histoire des guerres médiques, c'est l'histoire du moment où les Grecs surmontent le côté un tout petit peu provincial, si vous voulez, un petit peu cloche-merle de leur patriotisme pour défendre une certaine civilisation, une certaine façon d'être au monde, une certaine façon de penser la liberté de l'homme, une façon des mœurs, une façon de se gouverner. Et c'est là où, à mon avis, le patriotisme, pour ça encore une fois que je parle d'invention, atteint sa plénitude. Il n'est pas seulement la défense des trois éléments qui sont traditionnellement pour les juristes constitutifs de l'État, une population, un territoire, une souveraineté, bien sûr, il est cela, mais il est aussi la défense d'une culture et d'une civilisation. Et si vous voulez, j'ai trouvé cet épisode particulièrement significatif parce que je me suis rendu compte que dans toute l'histoire, les hommes ont été confrontés à des dilemmes, à des cas de conscience lorsqu'il y a eu démantèlement des différents éléments constitutifs. Oui. C'est-à-dire, lorsque je dois choisir entre ma population, mon territoire, ma souveraineté, ma culture, lequel est le plus précieux, lequel est-ce que je dois sauvegarder? Mais est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu le problème de la construction européenne? Moi, d'ailleurs, quand j'étais député européen, des choses qui m'ont frappé, par exemple, le problème de ces alliances entre cités grecques, l'isopoliteia ou la sympoliteia. Est-ce qu'on va avoir la même citoyenneté ou est-ce qu'on va avoir une citoyenneté commune? C'est très exactement la question qui se posait à l'Union européenne lors de la création du passeport européen. Oui, alors je crois que l'Union européenne est un faux parallèle, si vous me le permettez, parce qu'il n'y a pas de peuple européen. C'est-à-dire qu'il y avait, encore une fois, ce qui a permis l'unité des Grecs, c'est la communauté de langue, de religion, de culture. Avec l'Europe, nous en sommes loin. Il n'y a pas de communauté de langue, il n'y a pas de communauté de religion, et il y a une communauté de culture, mais qui est entamée par cette... Mais à laquelle, malheureusement, l'Union est très largement étrangère. Voilà. Oui, en plus, parce qu'en fait, l'Union est fondée sur la communauté des intérêts. Oui. Et une communauté d'intérêts, en tout cas, l'exemple de la Grèce ne montre pas qu'une communauté d'intérêts soit un ressort suffisant pour sacrifier sa vie. En revanche, une communauté de culture peut l'être, et c'est la leçon du monde grec.
Mais c'est d'autant plus surprenant, d'une certaine façon, si je me fais l'avocat du diable, enfin l'avocat du mondialisme qui serait représenté par l'empire perse. C'est que cet empire perse, qui a vocation hégémonique et qui va se heurter justement à la résistance des Grecs, il n'est pas si méchant, il n'est pas si étranger à la civilisation grecque. D'ailleurs, Thémistocle, par exemple, va trouver refuge auprès des Perses quand il sera chassé de sa ville d'Athènes. Oui, alors bien entendu, le monde perse n'est pas totalement étranger au monde grec, on subit l'influence, puisque déjà les Perses ont conquis la Lydie, c'est-à-dire l'ouest de l'Asie mineure, qui était un royaume relativement hellénisé, et puis il a conquis les cités grecques qui étaient surtout le pourtour de l'Asie mineure, et puis il est en contact, il a assujetti la Macédoine, qui est quand même un pays de culture grecque, etc. Donc évidemment, le monde perse n'est pas étranger au monde grec. En revanche, il est étranger à l'idée que la communauté politique essentielle, ça soit une communauté de pairs qui délibèrent dans l'amitié pour savoir ce qui est juste et ce qui est injuste. Tout à fait. Son principe, c'est tout de même la tyrannie. Et ça fait quand même une énorme différence. Alors, la question que vous posez, elle a été posée par exemple par quelqu'un comme Toynbee, qui s'est demandé si au fond, il n'aurait pas mieux valu pour la Grèce qu'elle ne résiste pas et que ça lui aurait justement évité la guerre du Péloponnèse et elle aurait connu la paix sous la tutelle d'Xerxès, qui était l'Empire perse étant lui-même pas si vaillant. Enfin, ce sont des spéculations sur l'histoire. Les Grecs en ont jugé autrement et c'est l'exemple qu'ils nous donnent. Ces spéculations sont passionnantes. Je renvoie à votre livre tout à fait remarquable, La mélancolie d'Athéna, aux éditions des Belles Lettres, qui méritent bien d'ailleurs leur titre, et avec sous-titre « L'invention du patriotisme » et aussi le précédent, le cabinet des Antiques, les origines de la démocratie athénienne. Michel de Gégère, merci infiniment. Merci beaucoup.